Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle soirée du cycle Dans l'œil des artistes. C'est la première soirée de l'année 2024. L'an dernier, nous avions eu 4 conférences, échanges avec des artistes modérés par Jean Deloisy et Frédéric Gros, que nous remercions bien entendu, autour d'un sujet qui avait été la crise de la relation. Et en cette année 2024, nous avons choisi comme thème, et merci Jean pour cette inspiration, le commun de l'humain. Donc merci Smith, parce que vous êtes, c'est le début, le démarrage de ce nouveau cycle avec vous. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Et avant de laisser la parole à Jean et à Frédéric, je souhaitais justement remercier la Fondation Jean-François et Marie-Laure de Clermont-Tonnerre qui soutient cet événement. Merci. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous d'être ici pour ce nouveau cycle, cette nouvelle aventure du commun de l'humain. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière que nous avions fait, Frédéric Gros et moi-même, dans ce grand cycle Dans l'œil des artistes, nous avions travaillé sur la crise de la relation. Et nous avions en effet l'impression que par rapport à ce que serait un débat ou la volonté de créer une société solidaire, s'était substituée une sorte d'attitude nouvelle, exacerbée, très émotionnelle en fait, et qu'on avait appelée la crise de la relation. Et ça caractérise, je crois encore, un peu, malheureusement, l'état du monde. Et aujourd'hui, nous en sommes un petit peu encore là. Sur ce sujet de la crise de la relation, nous avons accueilli ensemble des grandes figures que vous avez aimées, je crois, Tino Segal, Thomas Saraceno, Edith de Quint, Kapwani Kiwanga, et qui ont donné leurs sentiments sur la crise de la relation. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les choses se soient vraiment améliorées, mais on a trouvé Frédéric Gros, le philosophe merveilleux que Sciences Po a la chance d'avoir dans ses murs régulièrement, et moi-même, que ça serait intéressant de définir ce que nous avons en commun et ce qui mérite d'être approfondi ou protégé. Nous avons appelé ça le commun de l'humain. J'aime assez l'expression, mais en même temps, on l'a à peine formulée qu'on a l'impression que ce qui nous est commun, le nous est important, mais le mot humain est peut-être très insuffisant. Parce que peut-être que ce qui nous est commun excède très largement l'humain, justement, et que nous allons pouvoir ensemble voir si on ne peut pas déborder cette limite. Et justement, Smith, je crois, est la personne qu'il nous fallait pour aborder cette question. Smith, merci infiniment d'être ici. Je vais continuer, on va en parler encore un peu pendant quelques instants, et puis nous te donnerons la parole avec des questions complexes, évidemment. Donc, parfois, Smith signe son nom, en tout cas c'est le dernier texto que j'ai reçu, il nous expliquera pourquoi, de Bogdan Stulu Smith. On va lui demander tout à l'heure pourquoi, mais tout d'abord peut-être un mot. L'impression que j'ai eue en le rencontrant la première fois était que le monde des arts visuels était largement insuffisant pour définir et recueillir sa pensée, sa démarche qui excède en tout cas très largement ce qu'est une forme. Les formes sont ce qu'elles sont merveilleuses parfois. Vous avez vu tout à l'heure, d'ailleurs, c'était pour faire plaisir à Frédéric, la couverture de Philosophie Magazine avec Smith en couverture, une œuvre de Smith en couverture, mais c'était déjà très prometteur, si je puis dire. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand on excède ce qu'est une forme, quand une pensée excède ce qu'est une forme, on a l'impression que la démarche même de Smith est de surmonter la question de l'objet et toutes les limites que l'ordinaire de la vie et de la vie des formes nous propose. Le genre, l'appartenance terrestre, la différence entre le passé et le présent, tous ces supports vous permettent de travailler avec des philosophes, des scientifiques, des musiciens, des danseurs, des chamans, des écrivains, mais aussi avec des fantômes, avec des plantes, avec des animaux, avec des météores, et grâce à cela, vous passez d'une forme à une autre.
Vous avez participé à un groupe de recherche au Fresnoy où vous enseignez désormais, et le groupe de recherche dans lequel vous étiez à cette époque-là avait choisi l'incertitude des formes. Ça relate un peu votre position, même si je pense que c'est encore insuffisant pour la définir. J'aurais tendance plutôt à dire que, selon moi, vous êtes vous-même, en tant qu'être, corps et esprit, une plateforme expérimentale, globale, qui manifeste de nouvelles façons de se relier au monde. Reste à savoir ce que ces mondes célestes, humains, non humains, visibles et invisibles, on reste à savoir ce qu'ils sont pour vous, mais peut-être, avant de revenir sur votre parcours, on va y venir, il faudrait que je demande à Frédéric de nous donner son point de vue sur cette question du commun de l'humain que votre œuvre semble excéder. C'est quoi le commun de l'humain pour toi, Frédéric ? Alors, je comprends maintenant la portée et l'enjeu des énormes gentillesses que Jean de Loisy a proférées sur moi, puisqu'au fond, cette expression, par ailleurs très belle, du commun de l'humain, est une invention absolument ancienne et qu'il me demande maintenant d'expliquer. Et c'est vrai que voilà, j'ai à répondre. Cela dit, je la valide d'abord parce que effectivement, il y a un effet de rime poétique qui est quand même très, très séduisant. C'est presque le début d'une ritournelle, le commun de l'humain, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Et c'est très important que les phrases dansent et puissent danser à partir du moment où on les prononce. Je crois aussi que ce qui se laisse apercevoir, c'est quand même une énorme différence entre ce qui fait consensus et ce qui fait communauté. Parce qu'au fond, oui, le consensus, on connaît ça et on est tous d'accord pour dire que ce sur quoi on est prêt à tomber publiquement d'accord, c'est une espèce de minimum syndical et au fond relativement inessentiel. Et l'art n'a jamais fait consensus, c'est absolument pas sa fonction. Plutôt le dissensus. Oui, le dissensus, et c'est vrai que la politique, elle, on s'en aperçoit tous les jours en plus, en ce moment à l'Assemblée, essaye de provoquer, de créer des consensus, etc. L'art, elle est du côté très très vite de l'invention, du surgissement de communautés, et chercher le commun de l'humain. Je reprendrai, je tirerai un peu le fil de ce que tu as esquissé dans ta première approche, et qui serait, mais au fond, est-ce que ce qui nous réunit, ça n'est pas ce par quoi nous échappons précisément à une assignation strictement identitaire de l'humain, c'est-à-dire l'humain, au fond, c'est un certain nombre de critères spécifiques qu'on peut catégoriser. Et voilà, et on pourrait dire le commun, ben voilà, qu'est-ce que le commun de l'humain, petit a, petit b, et puis l'art serait l'exploration de tout cela. Au fond, non, parce que ce qui nous réunit, c'est un élan, c'est un appel, et c'est une énorme sensibilité aux différences. Quand je dis aux différences, c'est-à-dire la manière, voilà, une manière de le dire, ce serait que finalement, ce qu'il y a de commun, c'est nos tentatives d'habiter le monde, d'habiter notre propre histoire, d'habiter l'histoire des autres. Et c'est là, mais je vais te relaisser la parole, et puis j'y reviendrai peut-être après, que nous rencontrons ce qui, moi, m'a énormément séduit assez vite dans ce que nous propose Smith, c'est-à-dire les fantômes. Et habiter, ça n'est jamais que peupler de fantômes. Habiter une histoire, c'est habiter notre propre histoire, c'est la peupler d'un certain nombre de fantômes. Habiter des espaces, c'est aussi la peupler de fantômes. Il faut que ce soit des bons fantômes, évidemment. Et je crois que l'art est une formidable machine à produire des fantômes, c'est-à-dire ces mi-présences qui nous, voilà, qui nous habitent et font qu'on supporte, non seulement qu'on supporte la vie, mais même qu'on y glisse avec un certain entrain. Merci Frédéric.
Donc je me remets dans votre mémoire, parce que tu m'y fais penser, une phrase bien connue de Breton, c'est au début de Nadja, hein, nous sommes tous les fantômes de ce qu'il a fallu que nous cessions d'être pour être ce que nous sommes. Et au fond, Smith, peut-être c'est une façon de commencer, je voulais vous demander autre chose, mais puisqu'on est sur ce terrain dangereux, quels sont les fantômes qui habitent Smith? Quels sont les fantômes que vous abritez? Qui sont-ils? Que faites-vous d'eux? Je dois parler là. Oui, c'est le moment de parler. Oui. J'ai l'impression d'être dans une station spatiale. Ça résonne en plus, non? Non. Oui, mais nous sommes dans une station spatiale. Je crois que dans le même livre, il y a aussi Dis-moi qui tu hantes. Donc, moi, c'est plutôt ça, c'est plutôt moi qui hante, en fait. C'est plutôt moi le fantôme et qui hante les espaces habitables que vous décriviez tout à l'heure, ou alors la Terre comme un espace à peupler, à habiter. En fait, c'est assez drôle. En ce moment, je suis en train justement de considérer différemment tout ce que j'ai pensé jusqu'à maintenant, pas comme une révolution, mais comme une transition assez importante, et toutes les certitudes que j'ai eues, notamment sur la question des fantômes, avant de l'expérimenter peut-être plus concrètement, en tout cas quand les fantômes me semblaient déjà objets abstraits, ce qu'ils ne sont plus du tout, ou en tout cas beaucoup moins à présent, fait que j'ai l'impression que à chercher les fantômes, je deviens moi-même de plus en plus un fantôme, c'est-à-dire que les fantômes sont le miroir du fantôme que je suis moi-même. Je ne sais pas si ça répond. Non, c'est une bonne réponse, mais ce à quoi tu n'as pas répondu peut-être, c'est les fantômes que tu portes en toi. En fait, j'ai la sensation qu'une partie de ton existence consiste à se déplacer d'une identité à une autre. Et peut-être que tu pourrais nous raconter ces identités successives qui sont l'occasion d'objets, d'images, d'actes, de poèmes, d'opéras, etc. Alors, c'est peut-être... quelque chose parle. Justement, ça commence déjà à spectrer. En fait, c'est peut-être moins... Mais qu'est-ce que ça dit? J'adore. Je suis effectivement un chat et beaucoup d'autres animaux. En fait, je pense, je détourne encore la question peut-être, mais c'est peut-être moins une histoire de fantôme que de hantise, c'est-à-dire moins d'objets que de méthodes. Et se laisser hanter, c'est-à-dire se laisser traverser par tout un ensemble de figures non incarnées, qu'il s'agisse de revenants, de spectres, d'apparitions, de fantômes, d'esprits, etc. C'est une façon justement d'habiter le monde en s'ouvrant aux potentiels qui vont transiter par nous, quoi. Donc, en ce qui me concerne, j'aime bien imaginer alors, on va dire, est-ce que c'est le mot identité que tu as utilisé? Je sais plus. C'est peut-être pas, c'est une transidentité probablement. Ouais, exactement. Mais alors qui peut s'écrire de 1000 façons différentes. C'est-à-dire que j'ai décidé que les assignations n'allaient pas me concerner, ou en tout cas pas me définir de manière stable, cohérente et qui perdure dans le temps, et que la question justement de la succession de toutes ces figures fantomatiques qui peuvent être moi à un moment donné et puis cesser de l'être pour être remplacée par une autre, ou alors pour accumuler un ensemble comme ça d'identités potentielles, ça allait être ma façon d'habiter, quoi. Donc effectivement, sur le plan très concret, administratif, je suis passée par un changement comme ça d'état civil, c'est comme ça qu'on appelle ça, mais aussi sur le plan matériel de mon propre corps, comme tout le monde, c'est-à-dire que qui que ce soit consomme un jour quoi que ce soit d'ailleurs, le cadavre d'un animal, une plante séchée, un médicament, va voir son microbiote transformé à échelle minuscule. Il va déjà y avoir une micro-métamorphose. Disons que dans mon cas, j'essaye de la rendre plus consciente et puis d'en faire quelque chose, quoi. Dans les signes que tu as créés avec ton corps ou avec des images ou avec des manipulations diverses, il y a eu des étapes qui ont été très intéressantes par rapport à cela. J'en donne 2 exemples. Il y a l'implant d'une puce sous-cutanée sous le bras, sous la peau du bras. Ça, c'était vers 2012, donc il y a quand même un certain temps, il y a 13 ans. Et puis, un peu plus tard, il y a une autre opération du même genre, qui était de se mettre un météore, un fragment de météorite,
sous la peau. Ces deux gestes très importants, je pense qu'ils sont très importants, sont pleins de sens sur le monde auquel tu appartiens. Et peut-être que tu pourrais reparler de l'un et de l'autre, et puis ensuite nous continuerons sur tout cela. Très bien. Dans les deux cas, il est question d'accueillir, c'est-à-dire il est question d'hospitalité, il est question de se faire autre, il est question de se laisser traverser et d'un seul coup de présenter le corps. Je suis désolée, j'ai pas trouvé la bonne distance encore. Ça va comme ça? Oui. Et d'un seul coup, non plus de voir le corps comme un ensemble solide, hermétique, clos sur lui-même, défini dans un temps, dans l'espace, etc., mais plutôt comme une sorte d'hospitalité mouvante, quoi. Et effectivement, peut-être que l'expérience de la transition a rendu disons, cette vision poreuse ou moins imperméable du corps plus facile. Je pense que ça a été un premier mouvement, ou en tout cas une première, certains parleraient peut-être de transgression, mais pour moi les transitions se font généralement plus naturellement et avec douceur, plus en quelque chose qui se fond dans autre chose plutôt qu'une rupture ou une révolution, mais en tout cas ça a été peut-être une première éducation à considérer le corps différemment et comme un lieu d'accueil, de passage, de traversée. Je ne sais pas exactement si c'est un pont, un tunnel, mais aujourd'hui la question se pose différemment pour moi parce que je vois différemment la question des oppositions, des dualités, etc. Mais donc pour en revenir aux implantations, en fait, dans ces deux cas, alors c'est assez différent. La première à laquelle tu réfères, c'était un projet, une sorte d'enquête. Je vois toujours les projets que je réalise comme des enquêtes. Et cette enquête s'appelait spectrographie. C'est un mot que j'avais emprunté à Jacques Derrida et Bernard Stiegler, qui venait d'un livre qui s'appelle Échographie de la télévision, et dans lequel un des chapitres s'appelle spectrographie. Et je trouvais ça beau de reprendre ce titre, déjà parce qu'il y avait donc l'idée du spectre, qui pour moi avait à voir avec le visible, le specchio, je vois. Mais aussi l'idée d'une écriture. Et comme ma formation ou mon langage initial, c'est celui de la photographie, pouvoir continuer à utiliser ce langage-là, celui de l'image, c'était un petit peu rassurant pour moi. Donc les spectrographies, c'était ces images réalisées avec une caméra thermique, qui est vraiment, au-delà d'un outil technologique, pour moi c'est une prothèse quasiment, ou même c'est une prothèse à un sens que je ne peux pas vraiment nommer, en fait, qui est le sens on pourrait dire de la chaleur, mais c'est aussi le sens de la relation, de l'accueil, auquel d'un seul coup cette caméra me donne accès et me permet comme de ramener des souvenirs de ces relations. On pourra peut-être y revenir, mais voilà. Et donc j'ai découvert cet outil un peu par hasard, voilà, parce que quelqu'un qui faisait un diagnostic thermique chez moi l'a utilisé sous mes yeux, et je me suis aperçue qu'on voyait un monde plus grand à travers cette optique-là. Plus grand dans l'espace, mais plus grand dans le temps aussi, oui. Parce qu'on voit les traces, vous le verrez, vous le voyez sur quelques-unes des images qui sont, puisque cette technique photographique ou de caméra, donc continue à être un outil permanent quasiment dans ton travail. Et donc, on a l'impression que c'est non seulement l'idée d'un autre espace et d'un corps qui est beaucoup plus perméable à la totalité de l'environnement, mais aussi un corps qui garde les traces émotionnelles, les traces de ceux qui l'ont touché, de ceux qui l'ont approché. C'est un corps mémoire d'une certaine façon. Exactement, c'est exactement ça. Et puis, ce qui me fascinait avec cet outil, donc effectivement, c'est ça, c'est la capacité à voir plus grand dans l'espace, plus grand dans le temps, et plus grand dans ce qui nous lie à tout ce qui nous entoure. Et on devient d'un seul coup sensible aux traces que nous, on laisse, c'est-à-dire, j'aime bien dire que si on quitte tous cette salle, la caméra thermique, qui est un outil objectif, qui est un outil militaire, qui est un outil que le gouvernement utilise de multiples manières, en tout cas qui est un outil de contrôle à l'origine, c'est un outil qui a quand même été fabriqué par et pour l'armée américaine à la fin des années 40. Et en fait, cet outil-là, il nous permet d'avoir accès à quelque chose qui est infiniment, à mes yeux, poétique, c'est la trace qu'on laisse dans ce monde, et les traces qu'on laisse les uns sur les autres. Et quand je l'ai découvert, donc c'est aussi l'époque où je découvrais un peu le travail de Jacques Derrida, d'où l'emprunt de ce mot-là. J'aurais pu en emprunter un autre qui est plus connu peut-être, qui est celui d'anthologie, donc l'idée de la collection des traces chez Derrida issues du passé et qui se manifestent dans le présent.
cette caméra, elle me semblait actualiser cette chose. Et comme au moment où j'ai commencé à travailler sur ce projet, j'étais dans un état, comme on dit, être un peu le fantôme de soi-même. En l'occurrence, j'avais vécu une déception sentimentale. Et ben, le fait d'avoir comme ça des pensées récurrentes de cette personne soudain devenue inaccessible m'a donné l'impression d'être hantée. Et donc, tous ces indices comme ça ont configuré ce projet et ce désir de rationaliser ce sentiment-là à la fois de hantise, cette impression qu'il y avait des liens entre toutes choses que la caméra d'un seul coup me permettait de rendre visible, et un intérêt aussi pour les nouvelles technologies et la façon dont on peut quelque part détourner des outils qui sont construits, par exemple, pour l'armée, pour la mort, pour la surveillance, la destruction, et en faire des outils qui nous servent à parler de choses plus intéressantes, comme l'amour, par exemple. Et donc, tout ce faisceau d'indices et qui a fonctionné vraiment pour moi comme une enquête pendant plusieurs années m'a conduit à trouver en cette sorte de dispositif qui a consisté donc à me faire implanter une puce électronique sous la peau qui était reliée à une installation qui capturait en temps réel, parce que donc j'aime bien la technologie et toutes ces choses, tout ce que ça permet de créer comme magie. Elle capturait quoi en temps réel? La chaleur des spectateurs qui passaient dans l'exposition. Tu l'as encore sur toi? La puce, oui. Et elle te produit des moment, informations, elle te donne des informations? Actuellement, non. Elle peut être lue, elle est passive, c'est comme une sorte de clé USB, en fait, donc il faut un lecteur pour l'activer. Mais si on l'exposait à nouveau, alors je pourrais à nouveau être hantée comme ça par les spectateurs d'une exposition. Donc à la fois, j'étais hantée par eux, donc c'est comme si cette histoire d'hospitalité, elle s'actualisait vraiment. Je recevais leur portrait thermique, qui se trouve être biométrique. On a tous un portrait thermique qui est d'une certaine façon notre fantôme. Par métonymie, comme ça, on peut dire un portrait thermique égale un fantôme, puisque c'est aussi la chaleur qui nous quittera chacun quand on mourra. Et donc peut-être d'encapsuler, c'est un peu un vieux rêve de la littérature fantastique ou SF, mais encapsuler quelque chose comme l'âme, l'esprit, l'identité, en l'espèce un portrait calorifique dans une puce, peut me permettre ponctuellement, en tout cas symboliquement, d'être hanté par ces visiteurs. Et c'était relié à une sorte de vêtement que j'appelais mon vêtement de chaleur et qui, sous forme de presque de bouffée de chaleur, me permettait de ressentir la chaleur singulière de chaque spectateur. Frédéric, on a l'impression que si on suit Smith, on peut devenir soi-même une foule. Une foule, ouais. Oui. Bah, de toute façon, il y a une phrase de Montaigne que j'aime bien qui consiste à dire, enfin qui dit absolument, il y a peut-être plus de distance de soi à soi que de soi aux autres. C'est-à-dire que de fait, on est quand même beaucoup. Hein. Je veux dire, chacun est beaucoup parce que notre vie est traversée à chaque moment par des fantômes, par des traces. J'ai repris, en écoutant, en regardant Smith, un petit épisode d'un film dans lequel Jacques Derrida, je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais référence, a joué son propre personnage, qui est un film un peu expérimental du début des années 80 qui s'appelle Ghost Dance, voilà. Et là, il a deux phrases que je trouve assez magnifiques, dont la première est au fond être hanté par des fantômes, c'est se rappeler assez précisément de ce qui ne nous est jamais arrivé. Ou alors qu'on peut traduire aussi plus précisément, il dit au fond être hanté par des fantômes, c'est se souvenir de ce qu'on n'a jamais vécu au présent. Voilà. Je veux dire, ces fantômes-là, c'est-à-dire la manière dont quand nous vivons, quand nous parlons aux autres, etc., ce qui va structurer notre rapport, ce sont tous ces flux de traces de présence qui ne cessent de tourbillonner sans s'arrêter, sans se figer. Je trouve que oui, que le rapport à notre propre histoire est un rapport fantomatique. Quand on parlait d'habiter, quand je disais habiter, c'est peuplé de fantômes, nous habitons notre propre histoire en la peuplant d'un certain nombre de fantômes, de parents, d'amis, d'enfants qui sont toujours là et pas là. C'est ça le problème, c'est qu'au fond, ce qu'on appelle la présence, on peut dire là, je suis là, je parle, vous êtes là, je suis là, etc. Sauf que c'est pas vrai, que
Il y a une espèce de petit fil qui nous relie, mais chacun est quand même ne cesse d'être traversé par des fantômes. Et dans cette même, d'ailleurs, dans ce même petit moment cinématographique, au moment où il dit d'ailleurs le cinéma plus la psychanalyse, ça donne la science des fantômes. Je trouve ça assez beau comme formule, parce qu'au fond, la psychanalyse, ce n'est jamais que ça, que repérer qu'apprendre à chasser un certain nombre de mauvais fantômes. Et il dit aussi l'avenir est aux fantômes. C'est-à-dire, l'avenir est aux fantômes, c'est-à-dire que les nouvelles technologies en plus sont des technologies par lesquelles on se soustrait quand même de plus en plus à la présence. Et voilà, on a des existences qui sont relativement fantomatique. Peut-être si tu me laisses juste une dernière phrase, je rappellerai, oui. parce que je trouve que dans cette histoire de fantômes, il y a quand même le grand texte de je ne fais pas un cours sur Derrida, mais je tire le fil, et puis je crois que c'est quelque chose qui est important pour Smith aussi, la lecture de Spectre de Marx, qui est un livre assez fort, où il y a aussi un enjeu politique. C'est une politique digne de ce nom, c'est une politique qui respecte ceux qui ne sont plus et ceux qui ne sont pas encore. C'est-à-dire ces fantômes et ce respect, voilà, Spectre, c'est l'anagramme de respect quand même, quoi. Ça tourne. Pas mal. C'est pas moi qui l'ai, oui, pas mal, sauf que c'est pas de moi. Donc voilà, je ne vais pas laisser l'ambiguïté plus longtemps. Non, ça n'est pas de moi, et je crois que l'art. Alors après, on reviendra peut-être sur la spécificité, je trouve très forte et très intense de ces fantômes créés par la caméra thermique, parce que justement, c'est pas des doubles éthérés, c'est des rayonnements, de présence. C'est-à-dire, on n'est pas au-delà, on est dans une espèce d'intimité vivante qui, en même temps, ne cesse de nous faire vivre et nous échappe et nous échappe aussi. Donc voilà, je crois qu'une des fonctions de l'art, c'est de multiplier des fantômes pour soutenir un art de vivre aussi, quoi. C'est comme ça qu'on vit, en apprivoisant les fantômes et en donnant hospitalité. Je suis trop long, ok, mais je suis très sensible à cette idée, parce qu'en philosophie, on aurait presque tendance à s'en excuser, mais pendant 19-20 siècles, on a quand même raisonné par distinction de concepts. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'on faisait de la philosophie quand on arrivait à faire des séparations, mais bien scindées, des séparations bien étanches, où on allait dire, attendez, il y a l'homme et la nature, il y a soi et les autres, il y a l'âme et le corps. Et au fond, on est bien obligé, après des siècles de philosophie de la séparation, de se rendre compte que c'est pas comme ça, et qu'il y a des échanges perpétuels et des régulations. Justement, vous, Smith, j'ai l'impression que cette question de la non-séparation est fondamentale. Non-séparation entre le passé et le futur, entre le passé et le présent, entre les règnes, bien entendu, entre ce qui vous habite et ce qui est à l'extérieur de vous. Et à un moment donné, en 2017, vous avez travaillé sur un cycle pendant 5 ans, qui s'appelle Décidération, et qui montrait, et c'est ce que vous pouvez voir quand les images défilent sur, par exemple, la main qui tient le cosmos à l'intérieur, donc le cosmos est à l'intérieur de la main, à l'intérieur du corps, etc. Vous travaillez dessus. Peut-être que vous pouvez nous raconter un peu cette histoire de Décidération. Alors, pour commencer sur cette histoire de non-séparation, je ne sais pas si c'est tellement une non-séparation que l'idée de voir les choses non pas opposées et séparées, mais plutôt déposées comme des pinces à linge sur une corde à linge, sur un grand spectre, qui n'est pas seulement une ligne, qui étoile, qui rayonne dans tous les sens, et d'essayer d'imaginer que tout concept, toute identité, toute position, en fait, peut se déplacer et peut voyager comme ça sur ce spectre. Et donc, c'est pas tellement l'indistinction et l'indétermination que, disons,
des frontières qui sont en différents points, ou alors qu'on peut pulvériser, éclater, iriser, etc. C'est-à-dire on peut garder l'idée de certains concepts qui servent comme des repères, et ensuite essayer de brouiller ce qui les distingue et ce qui les sépare, et montrer qu'en fait les deux, que l'écart entre les deux est en fait une membrane, et donc quelque chose de poreux dans lequel des échanges peuvent quand même se faire. Et en fait, Décidération, c'était l'idée d'appliquer cette façon de voir les choses à nos relations avec ce qu'on a d'abord appelé le cosmos en référence à l'espace. Donc je dis on parce que c'était un projet très collectif auquel se sont agrégés voilà, un astrophysicien, par exemple, voilà, un écrivain, des architectes, un néoniste, par exemple. En tout cas, tout un ensemble de gens avec des techniques différentes qui ont contribué avec leurs outils à voilà, un petit peu perturber ces frontières-là. Et par exemple, au début, donc on a commencé à penser le cosmos comme l'espace, et puis très vite, on s'est aperçu qu'il y avait quand même une sorte de, alors évidemment, peut-être que c'est inexact de dire ça, mais qu'il y avait quand même une sorte de manque dans l'histoire de la pensée, en particulier occidentale, de nos rapports au cosmos. Et quand on essayait de trouver des modèles de relation avec le cosmos, on arrivait soit à des considérations, disons, religieuses, ou alors de science-fiction avec essentiellement un imaginaire de conquête, un imaginaire de domination, un imaginaire qui reproduit dans l'espace les tempéraments ou les tendances finalement humaines. Ou alors, on allait du côté, par exemple, de l'astrologie, ou à des relations plus, disons, moins scientifiques avec le cosmos. Et on se retrouvait, nous, finalement, dans aucune. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée d'interroger notre rapport au cosmos. Et le fait de se retrouver dans aucune, le fait qu'on n'ait pas tellement de référents, de précédents pour penser ce rapport-là, nous a amené à déterrer ce concept, entre guillemets, je ne sais pas si c'est vraiment un concept, on va dire le mot de décidération qui existe, qui est dans certains dictionnaires, qui est dans d'autres langues aussi, et qui désigne donc en privant des étoiles, donc Sidus c'est l'étoile, le D nous en prive, désigne visuellement l'absence des étoiles. Donc celle que pouvaient constater avec regret les marins qui se repéraient à la position des étoiles et qui pouvaient en être privés les soirs de tempête, par exemple. Et privés des étoiles, donc privés de guides, de repères visuels pour se repérer, ils étaient désidérés. Et comme ils souhaitaient leur retour, ça a donné le mot désir. Désidération, c'est le regret de la perte de ce lien avec le cosmos comme espace, on va dire, et le désir de son retour ou d'une reconnexion, ou voilà. Et de ce mot-là, en fait, dans ce mot-là, on a mis beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'était à la fois un projet, un manifeste, mais avant tout, pour moi, ça donnait un mot à une émotion que j'étais incapable de nommer auparavant, c'est-à-dire à la fois l'émotion très simple et peut-être même bête de se sentir ébloui ou dépassé, submergé par l'émotion quand on regarde un ciel étoilé, quand on va voir une exposition de météorites, quand d'un seul coup on regarde des reportages sur les objets célestes, etc. Décidération venait nommer cette émotion-là. Donc c'était déjà quelque chose de pas mal, parce qu'en le nommant, ça le fait exister. Et on pense que nos rapports brisés, quelque part imparfaits avec le cosmos, le fait de ne pas les nommer, ça fait comme si ce n'était pas un problème. Or, donc je parle collectivement, je dis nous, je pourrais dire je, mais nous, on avait plutôt l'impression que l'état catastrophique, pré-apocalyptique du monde dans toutes ses dimensions quotidienne, avait peut-être à voir avec cette disparition des étoiles. Et en travaillant sur les étoiles, le cosmos, l'espace, enfin en tout cas quelque chose qui avait à voir avec l'au-delà, on s'est aperçu, et on s'en est aperçu même en allant voir dans des textes plus anciens, notamment médiévaux, et des textes en particulier de Kepler ou d'Athanasius Kircher, qui avaient eu déjà des savants qui étaient souvent en même temps des religieux, des artistes, etc. C'est-à-dire avant des moments de séparation et de distinction des disciplines et des concepts, il y avait eu des pensées qui avaient à voir avec la décidération. Et quand vous parliez que la distance à soi est plus grande que la distance aux autres, il y a une phrase qui nous a beaucoup touché, qui était donc dans le voyage cosmique extatique de Kircher, plus tu regardes profondément en toi, plus les distances sont grandes.
L'infini est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et cette comme ça, perdre des repères ou des certitudes ou du rapport à la distance nous a permis aussi de comprendre que dans Cosmos, en fait, on voulait dire autre, on voulait dire extériorité. C'est-à-dire pas seulement les étoiles, mais aussi les plantes, les animaux, enfin le vivant, qu'on a l'habitude de considérer comme extérieur, ou même les autres, de considérer comme extérieur, alors que d'autres visions, notamment la vision thermique, permet de voir qu'en fait, tout est relié. Cela dit, pour revenir à notre... à ce moment du ciel extérieur et intérieur, la météorite que vous avez choisi d'intégrer n'est pas n'importe laquelle. C'est une météorite extrêmement importante, non seulement par son nom, mais aussi parce qu'elle a apporté à notre histoire. Ah, c'est la meilleure météorite. Non, il y a beaucoup de météorites merveilleuses. Alors la mienne, donc effectivement dans Décidération, c'était je ne sais pas comment appeler ça, mais il y avait beaucoup de formes qui ont été produites, des images, des textes, des performances, des histoires, des récits, et aussi des genres de rituels, donc justement des rituels, c'est-à-dire disons, performances collectives qui permettent de partager quelque chose. Pour moi, les rituels, c'est forcément quelque chose de commun, de collectif, et qui crée peut-être des nouvelles formes de culture. Et là, on a créé une sorte de rituel d'implantation de météorites dans des soirées qu'on appelait les mues, parce qu'elles invitaient les personnes qui y assistaient à muer, à muter, à changer de regard, à changer de perspective, et pourquoi pas même à changer soi-même. Et parmi les étapes proposées dans ce rituel, il y avait l'implantation de fragments de météorites, dont le choix a été laissé au futur décidéré, je ne sais pas comment dire. Et donc pour la mienne, j'ai choisi un fragment de la météorite d'Orgueil. J'aurais aimé que ce soit celle d'Ensisheim aussi, mais ça viendra peut-être. La météorite d'Orgueil est tombée sur la ville d'Orgueil, dans le Tarn-et-Garonne, à la fin du 19e siècle. Et c'est drôle, parce que forcément, ça charrie un imaginaire déjà un petit peu mythologique. Et Orgueil contient non seulement des micro-diamants qui permettent à peu près de la dater et d'en définir la composition chimique, qui permet de la considérer comme une sorte de mini-planète Terre. Et on parlait de psychanalyse tout à l'heure. Moi, la météorite, elle me semble fonctionner un peu comme un tiers, c'est-à-dire un objet qui nous est extérieur et qui va nous permettre de mieux nous connaître. Et pour la Terre, c'est important, parce que les géologues sont très contents quand ils tombent sur une météorite comme Orgueil, qui permet d'avoir accès au centre de la Terre, ce que techniquement on ne peut pas faire aujourd'hui. Est-ce que je me trompe? Mais parce que je me souviens, et je vais faire une seconde de publicité, il y a un livre qui est sorti récemment sur les météorites, qui s'appelle Étoiles filantes, les pierres qui tombent du ciel, aux éditions Villarose, et dans lequel la météorite d'Orgueil est évoquée comme la première météorite dont on est certain qu'elle vient du ciel. Et donc, notre relation avec le ciel est avérée à ce moment-là chez les scientifiques par cette météorite, mais surtout aussi, c'est la preuve de la panspermie. Alors, la preuve, c'est un grand mot, mais en tout cas, ça ajoute un argument à cette hypothèse qui consiste à penser que la vie a été importée sur une planète stérile comme la nôtre, enfin stérile en tout cas, qui portait pas encore la vie, mais qui en avait toutes les capacités par son atmosphère, sa proximité idéale par rapport au Soleil, la Lune, etc., qui aurait donc été quelque part fécondée par une météorite. Et celle d'Orgueil fait partie des rares météorites qui permettent d'alimenter cet argument, parce qu'elle contient des acides aminés extraterrestres, c'est-à-dire des briques de vie qui, en entrant en relation avec ce qui était déjà présent sur Terre, auraient pu faire émerger l'eau et donc la vie. Donc cette météorite que vous avez choisie pour vous, c'est une météorite incroyablement féconde d'une certaine façon. Oui, c'est une super grand-mère. C'est une super grand-mère, ouais. Oui. Alors il y a vous parliez d'une autre météorite qui est très importante en histoire de l'art par contre. Vous pouvez en dire un mot? Celle de Dürer? Celle de Dürer, ouais, c'est celle d'Ensisheim qui est tombée. Donc à Ensisheim, qui était à l'époque en Autriche et qui est aujourd'hui en Alsace, et qui est tombée, je crois, en 1492, il me semble. Et donc, si je ne me trompe pas dans les dates, ça doit être par là. C'était en même temps que la découverte de l'Amérique. Et que Dürer a vu tomber. Et au dos de je ne sais plus quelle peinture, d'une peinture religieuse, il en a dessiné la chute donc à laquelle il a assisté. Et elle a ensuite été ramassée. Enfin, je crois qu'il y a un enfant qui l'a vu tomber
à Ensisheim, puisqu'encore une fois, les météorites portent le nom de l'endroit où on les trouve, où elles tombent. Et elle a eu ensuite toute une histoire incroyable, des fonctions différentes, quasiment diplomatiques ou religieuses ou monarchiques. Et aujourd'hui, vous pouvez aller la voir, et elle défile là dans les images. À un moment, vous verrez une sorte de boule qui est en fait ce qui reste de la météorite d'Ensisheim. Mais il ne reste pas que la météorite, d'ailleurs, dont on a enlevé beaucoup de morceaux parce que l'archiduc d'Autriche a voulu en garder un petit bout, etc. Enfin, tout ça est maintenant un peu connu, mais il y a aussi une autre trace sur cette météorite, légèrement orangée. Alors oui, donc j'ai eu le droit de... Alors c'est assez peu demandé en même temps, donc voilà, mais j'ai eu l'autorisation de la sortir de son mausolée, qui est un écomusée en fait, très beau d'ailleurs, à Ensisheim. Et en fait, on avait demandé à la sortir parce que donc à l'époque, quand on a fait cette image, je venais d'être... on peut dire formée à une pratique qui est assez importante aujourd'hui dans mon travail, qui est la transcognitive auto-induite, qui permet d'entrer en transe comme ça, par la seule volonté, sans induction psychotropique ou sans tambour ou quoi que ce soit. Et dans cet état-là, la réalité nous apparaît d'une manière complètement différente et à mes yeux plus juste, plus grande, plus complète. Et avec donc Corinne Sombrin qui est à l'origine de cette pratique et qui me l'a transmise, et avec tout un groupe, on a été auprès de la météorite parce qu'on se disait que peut-être cette pratique appliquée comme une adresse ou comme presque une adoration à cet objet qui nous est extérieur, qui était la météorite, mais pas seulement la météorite, mais ce à quoi elle renvoie, c'est-à-dire par là où elle a transité, c'est-à-dire un grand voyage cosmique sans doute extatique, que par cette rencontre, par le biais de cet état non ordinaire de conscience, nous permettrait d'entrer en relation, en communication avec elle. Et on l'a un petit peu comme ça manipulé, et la caméra thermique a gardé la trace de cette caresse. Et voilà. Ces deux cosmos qui se rencontrent, Frédéric, en fait, hein, l'infini en soi et ce toucher de l'infini à l'extérieur. Ouais, ce toucher, moi ce qui me passionne dans tout ce qui a été produit comme image relativement, par ce biais technique de la caméra thermique, c'est que on a l'impression d'aller dans une dimension qui est celle de ce que j'appellerais l'absolument élémentaire. Absolument élémentaire. Je veux dire par là que on s'est beaucoup posé la question de la présence, de ce que c'était la présence, d'être présent à soi, aux autres, etc. Est-ce que tente de capter cette caméra, c'est quelque chose comme le rayonnement de la présence. Mais ce rayonnement, c'est-à-dire d'une présence complètement vibratoire, qui n'est pas l'être là de quelque chose qui tient bon, qui est solide, etc., mais une espèce de vibration dont nous sommes tous, j'allais dire, animés. Et cette vibration-là, je veux dire, ça passe dans la vision, bien sûr, ça passe aussi dans l'audition, mais fondamentalement, c'est du contact. Quand je dis que c'est du contact, c'est que c'est du toucher. Et l'art, c'est d'abord ce qui nous touche, au sens où, au-delà même des formes qu'on peut aimer ou des mélodies qu'on peut apprécier, ce qui va nous toucher, c'est ce qui, en nous, va provoquer une espèce de résonance à cette vibration. Et donc, cette idée de faire valoir que tout art, au départ, c'est d'abord du toucher et du contact. Voilà, je trouve que c'est très beau, que c'est très juste, et que c'est ce qui est, je trouve, mis en scène, quoi. C'est-à-dire, alors, on parlait de fantômes, mais là, c'est ça qui est très, très étonnant. Quand on voit ces photographies, etc., c'est-à-dire, à la fois, ça a des allures fantomatiques, mais ce ne sont pas des fantômes au sens de double un peu éthéré et déjà désincarné. C'est quelque chose comme
comme la chair de la chair, et cette chair à la puissance double émet cette espèce de rayonnement absolument élémentaire qui permet précisément, d'abolir les différences entre l'humain, l'animal, le végétal, parce qu'on rayonne tous de la même, la même présence. Alors après, ça va s'éteindre, oui, d'accord, mais enfin, on en profite, quoi. Alors, justement, c'est une question que je voulais poser En tout cas, l'art, pardon, je t'en prie. C'est juste une formule. L'art apparaît, je trouve que c'est ça qui est assez formidable chez Smith et dans l'art contemporain. L'art trouve sa fonction comme intensificateur de présence. Voilà. Ce sont des intensifications de la présence. C'est-à-dire, c'est ces moments où, parce qu'on passe nos vies à faire des choses, à travailler, etc., et au fond, à pas être présent. Et il y a ces moments où ça se rassemble, où ça se concentre, et c'est des noyaux de présence, quoi. Et ces expériences d'intensification de présence, je crois que l'art a à la fois comme enjeu et comme immense et belle prétention de les restituer. Qu'est-ce que vous en pensez? L'intensification de la présence du monde. Plein de choses. Oui, c'est drôle, ça me fait aussi forcément penser d'une part à Derrida quand il décrit les fantômes comme une fréquence du visible ou une fréquence de la présence. Et j'ai l'impression que ce que là vous appelez fantôme et ce qu'on appelle fantôme, parce qu'en fait il n'y a aucun mot exact pour parler de ce dont on est en train de parler, donc on utilise des mots existants et qui, par exemple, fantôme, ça rapporte au visible, mais il y a des fantômes qui sont parfaitement invisibles, qui ne se situent pas du tout sur ce spectre-là, qui ont d'autres densités de présence ou modes d'apparaître. Mais ce qui est évident, c'est que toutes ces idées, ces recherches, y compris visuelles avec ces technologies-là, permettent de postuler ou de spéculer, je ne sais pas comment le dire mieux, l'idée d'une conscience qui est plus élargie que celle, disons, que la situation géographique, temporelle, limitée, fermée, fort close, je ne sais pas, du corps. Et que cette conscience, elle est plus élargie, qu'elle laisse des traces, comme on disait tout à l'heure, qu'elle interagit, qu'elle agit tout simplement en permanence. Et il existe des techniques, des technologies, des ressources, des langages, des outils qui nous permettent de considérer, de comprendre et de maîtriser d'une certaine manière l'étendue de cette conscience-là. Et qu'on voit qu'elle est, quand on parlait tout à l'heure de transition ou de porosité, qu'elle n'a pas de fin, en fait. C'est quelque chose qui est presque à échelle littéralement cosmique, c'est-à-dire l'idée d'un flux, de quelque chose qui est présent, de quelque chose qui transperce, de quelque chose qui est irréductible et qui est infini, comme on a toujours postulé le cosmos, l'univers, comme quelque chose d'infini. Et j'ai l'impression que tout ce travail-là consiste simplement à parler de ça. Et pour en revenir au corps, comme on en parlait tout à l'heure, du corps comme hospitalité, comme espace d'accueil, comme ça, j'ai l'impression qu'on ne peut pas considérer le vivant comme autre chose que ça, c'est-à-dire à un moment des petites formes troubles, métamorphiques, ouvertes, et qui se laissent traverser par ce grand flux de la conscience ou du vivant, ou de, je ne sais pas comment appeler ça. Le travail d'expérience que vous faites au-delà de la production d'objets, c'est cette expérience, par exemple, des transcognitives que vous entreprenez. Comment est-ce qu'on se débrouille alors, dans ces situations, ces circonstances-là, vous êtes en communication beaucoup plus large avec ce que l'on vient de voir, des plantes, des animaux, des mouvements du sol, des grains de sable, toutes sortes de choses. Qui m'a dit, comment est-ce que ça se partage ? Est-ce que c'est une expérience pour soi ou est-ce que c'est une expérience qui se partage ? La question que je pose, c'est à un artiste, c'est-à-dire celui, normalement, qui va parvenir à trouver un langage pour le faire entendre. Peut-être qu'il y a cette idée lyrique ou orphique que les artistes, de toute façon, sont plus, les poètes, on va dire, sont plus à même de communiquer justement avec ces choses avec ces extérieurs, avec ces choses qui nous sont extérieures, avec ces autres, avec ce cosmos. Voilà, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, j'aime bien l'idée que ce soit le cas parce que ça nous donne une fonction intéressante. Et puis, moi, je ne vois pas mon travail autrement que comme une enquête justement personnelle que je fais par nécessité parce que je refuse d'une part le monde tel qu'il est et de croire qu'il existe indépendamment de moi. J'aime bien imaginer que je le compose
à chaque jour, à chaque minute, avec chaque image, qu'en fait, ça en témoigne pas, ça le crée, finalement. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai l'impression que... on parlait de la transe, mais ça peut aussi être le rêve, la fatigue, la douleur. Par exemple, j'ai souvent des migraines, et ces migraines me semblent assez proches des états d'extase. Voilà, c'est ça, des états modifiés de conscience. Ils ne sont pas toujours heureux d'ailleurs, mais c'est vrai que dans ces états-là, la réalité nous apparaît différente. Et comme c'est mon métier, j'ai le droit d'en rapporter des images. Mais ces images, c'est un appauvrissement total de l'expérience. En fait, en réalité, il faudrait que l'œuvre soit capable de donner accès, de projeter directement, ou en tout cas de donner envie à celui qui les regarde, de faire lui-même cette expérience, quoi. C'est plus des invitations que des cartes postales. Parce que, oui, sans doute, mais c'est quand même mieux que des cartes postales, si je puis dire. Parce que c'est impressionnant le chemin fait de la philosophie, l'étude de la philosophie. Vous avez terminé une thèse de philosophie récemment. Vous faites un travail de recherche des états de modifier conscience. Vous créez des space opéras, vous créez des images, vous faites un travail d'exploration du monde, de conversation avec des savants dans tous les domaines du savoir. Et donc, au fond, il y a une modification de vous-même permanente, une modification mentale, physique permanente par tous ces savoirs. Et donc, on a l'impression que vous êtes autant une sculpture vivante, comme on disait à l'époque de Gilbert et Georges, qu'un producteur d'images, etc. Donc vous êtes une sorte d'artiste global du comportement. J'aime bien l'idée, il y a plusieurs concepts, disons. J'aime bien l'idée d'hypothèse vivante qu'on trouve en anthropologie ou des choses comme ça. L'idée d'hypothèse plutôt que d'œuvre. Il y a l'idée de somathèque aussi de Paul Preciado. C'est autre chose que ça inscrit davantage dans le corps et dans le corps identifié, etc. Mais c'est un outil splendide. Et en fait... Oui, j'ai l'impression que c'est peut-être le super pouvoir que j'ai essayé de garder dans ce monde-là, c'est-à-dire décider d'être vraiment parfaitement ouvert, quoi. En ce moment, on est en train de travailler sur un néon avec une personne qui est en train de le fabriquer à cet instant même, qui devrait être au travail. Un néon avec une phrase de Jean-Luc Nancy qui est ici grand ouvert. J'aime bien l'idée que ce soit un néon comme une enseigne de pizzeria qui serait ouverte. Mais le ici grand ouvert, c'est vraiment cette idée qu'il y a dans son livre Des constructions du christianisme, que l'adresse, le salut, l'adoration, moi ce que j'appelle la transe, enfin en tout cas ce que je recherche dans la transe, c'est un état d'ouverture, quoi. D'ouverture comme si le soi devenait une sorte d'orifice ou même une ouverture sans bord, quoi, peut-être un trou noir, je ne sais pas, mais en tout cas une grande ouverture, et c'est dans cette ouverture-là qui existe vraiment, qu'on peut expérimenter vraiment, que chacun a déjà expérimenté, mais même par le rêve, par la rêverie, par l'hypothèse de pensée, etc. Dans cet espace-là, la rencontre est possible, et l'irisation, je ne sais pas comment dire, la diffraction des limites devient vraiment très très évidente. Et forcément, c'est difficile. Les œuvres ne peuvent être que des traces, des prises de notes, des instantanés en fait de ces moments qui sont soit des moments d'extase, de révélation, qui sont fugaces, qui sont difficiles à saisir parce qu'on n'a pas de mots pour ces expériences-là. Et elles sont forcément très insatisfaisantes et imparfaites, mais en même temps, leur somme... Ce sont des portes, néanmoins, pour nous. C'est des portes, ouais, des portails. Et puis, vous parliez de ces trous noirs, mais on sait que la lumière n'est pas perdue. Oui, elle sort dans un trou blanc. J'adore cette idée. Cher Frédéric, un mot sur l'ouvert avant que nous donnions, sur la question de l'ouvert, justement, avant que nous donnions la parole aux personnes qui ont préparé quelques questions, je crois. Oui. Oui. Mais non, parce que moi, je n'ai pas préparé de réponse. Sur l'ouvert. Sur l'ouvert. Oui, parce qu'au fond, ce que propose l'artiste, c'est ça, c'est de l'ouvert, le grand ouvert. Ouais. Avec cette condition de ne pas y rester enfermé non plus. Ce que je veux dire par là, il y a une phrase dans... Être enfermé dans l'ouvert, c'est... non mais... C'est le désert. Attends, il y a une phrase d'Antonin Artaud que j'aime bien. Alors c'est au moment où il est chez les Tarahumaras, etc. Enfin, j'imagine que vous connaissez.
Et puis, alors il a pris ces champignons qui l'ont vraiment transporté là dans l'ouvert. Et à un moment, il dit, oui, il faudrait quand même que j'arrive à sortir en moi. C'est-à-dire, revenir vers lui, c'est comme, et je veux enfin pouvoir sortir avec le même élan avec lequel précisément on veut de l'air et on veut précisément sortir d'un enfermement. Le moi aussi peut être assez confortable pour... en tout cas, c'est peut-être mon côté... voilà. C'est ce que disait tout à peut-être l'heure. mon côté, ça doit être mon côté philosophe bourgeois, quoi. Mais je dis, il y a un moment quand même où revenir, on a des catégories, etc. On a des distinctions. Ça peut être précieux de se faire refuge aussi. C'est-à-dire que, voilà, ça, ce serait la première tentative de réponse. Et la deuxième, mais c'est ce que Smith n'a pas arrêté de dire et qu'il a dit bien mieux que ce que je vais dire, c'est que c'est une perpétuelle respiration. C'est-à-dire que au fond, il y a un perpétuel passage de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est des choses qu'on découvre maintenant. Je suis passionné, je suis désolé de finir sur cette note qui peut paraître presque saugrenue, mais je suis passionné par les dernières découvertes qu'on fait sur le microbiote, mais qui renversent complètement. Songez que chacun d'entre nous a en nombre de bactéries bien plus que de nombre de cellules vivantes en nous. C'est-à-dire que c'est assez phénoménal et c'est au point où on se demande si c'est nous qu'abritons les microbiotes ou si ce n'est pas les microbiotes qui nous habitent. C'est-à-dire qu'on pensait à un moment que la santé, c'était pouvoir conserver sa santé par rapport à un milieu, mais non, ça ne cesse de circuler. Et précisément, la définition que la médecine se met à avoir de la santé aujourd'hui, c'est la bonne hospitalité. C'est la manière dont précisément je suis accueillant précisément à tous ces éléments. Donc voilà. Ça confirme les hypothèses de Smith. Oui, voilà. Non, mais c'est assez... qui ouvre. Et on a en plus une marque microbiotique qui est comme l'ADN, c'est-à-dire ça nous singularise. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je suis trop... Mais nous passionné par ces découvertes pour ne pas y passer une heure. Donc voilà. Je laisse la parole aux questions préparées peut-être. Alors, quelles sont les questions ? Bonsoir. Je vais rebondir sur la question du passage de l'extérieur à l'intérieur, Monsieur Gros, que vous avez mentionné, en vous demandant, Smith, comment est-ce que vous envisagez dans votre travail artistique le passage de l'invisible au visible ? Et quelle réflexion cela suscite-t-il sur la nature en fait, de la réalité et de la perception ? Et en cela, est-ce qu'on peut établir un lien entre votre travail et la philosophie de Merleau-Ponty ? Oui, certainement. Il paraît que tu as été déposer des fleurs récemment sur la tombe de Merleau-Ponty. Oui, elle est tout près de chez moi. Elle est spécialement belle, blanche, facile à trouver, division 57. Je vous recommande le voyage. Et les voisins ? Oui, les voisins, il a un voisinage qu'on pourrait envier, celui de Méliès, qui est un petit peu plus loin derrière. Et un petit peu encore de l'autre côté, il y a Pascal Augier, qui est morte le jour de ma naissance et qui donc échange avec Jacques Derrida dans Ghost Dance. Et je peux raconter juste cette histoire. Ça n'a rien à voir avec la question, mais en même temps, ça y répond complètement, grave. Je pense. Parce que c'est une histoire vraiment incroyable, mais je vais essayer de la raconter très vite parce que ce que Frédéric vient de raconter, tout à l'heure, il y a une heure, sur l'échange entre Derrida et Augier, qui est absolument merveilleux, qui est assez connu, qui a souvent été repris. Certaines des phrases ont été reprises. Ici, le fantôme, c'est moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, par exemple. Et en fait, dans l'échange, donc on voit Pascal Augier qui meurt quelques mois après ce tournage, qui a 25 ans ou 26 ans, et Jacques Derrida. Les deux échangent sur la question du fantôme. Évidemment, tout est écrit de la part de Pascal Augier, puisqu'elle est actrice, mais rien n'est écrit pour Derrida, qui improvise et qui a donc ces phrases étonnantes. Et en fait, au cinéma, il y a quelque chose qui s'appelle la highline, c'est-à-dire que les réalisateurs vont tourner les deux
en chant et en contre-chant, les deux personnages se regardaient dans les yeux, alors qu'en fait, ils regardent dans une direction qui est donnée pour donner l'impression d'une continuité du regard. Donc c'est un faux regard dans les yeux, quoi. Et il raconte que cette scène-là a été difficile à tourner pour lui qui n'était pas comédien et qui a accepté de tourner dans le film et de se plier à cette technique du cinéma dont il parle ensuite avec Bernard Stiegler. Et il lui raconte à Bernard Stiegler que au moment du tournage de cette scène, Derrida doit demander à Pascal Augier à la toute fin « Et vous, est-ce que vous croyez aux fantômes ?» Et elle répond « Oui, absolument ». Sauf que ce qui est étrange, c'est que Ken Macmullen, le réalisateur du film, a fait tourner à Pascal Augier la réponse au moins 30 fois. Et dans le montage, ils ont conservé plusieurs versions de cette réponse. C'est-à-dire que Derrida demande à Augier « Et vous, est-ce que vous y croyez aux fantômes ?» Et elle répond « Oui, certainement ». Ça coupe. « Oui, absolument ». Ça coupe. Maintenant, absolument. Et il raconte qu'il n'a pas vu ce film avant 10 ans après le tournage, parce que le film est moyennement sorti au cinéma, je pense, et que ses étudiants au Texas lui ont demandé de voir ce film dans lequel il jouait. Il diffuse le film, et donc pour la première fois, il se voit regardant Pascal Augier, cette fois-ci vraiment dans les yeux, puisque la magie du cinéma et de la technique d'enregistrement des fantômes a permis ça, et que... alors qu'il lui demande dans le passé à Pascal Augier, qui dans le présent est morte, « Et vous, est-ce que vous croyez aux fantômes ?» Et d'un seul coup, ça a du sens qu'elle lui réponde « Oui, absolument. Maintenant, absolument. Maintenant que je suis dans un autre monde, là, maintenant, je crois aux fantômes. » Et en fait, c'est totalement magique. Donc ça, pour moi, c'est une bonne technique pour parler des fantômes, de l'invisible, etc. Malheureusement, ce n'est pas mon œuvre à moi. De mon côté... disons que j'ai l'impression que j'aime énormément les technologies, la technique, la science, c'est-à-dire que le fait de m'intéresser à des manières de voir le monde et à des perspectives qui ne sont pas celles dans lesquelles j'ai grandi, j'ai étudié, j'ai été élevée, qui est occidentale d'une part, c'est important, donc du nord global, on va dire, et qui est une forme de rationalité qui a donné lieu à des choses comme l'impérialisme, le capitalisme, etc., fait que, j'ai conscience du contexte de pensée dans lequel est produit mon travail, dans lequel il est aussi diffusé, dans lequel il est étudié, dans lequel il est compris. Et j'essaye de ne pas fermer de porte et de ne pas me sentir obligée de ne réfléchir que dans cet espace-là et de laisser une place à ce qu'on pourrait appeler des altérités ou d'autres points de vue, d'autres perspectives, d'autres savoirs, d'autres méthodes de connaissance du réel, comme par exemple la pratique de la transe qui a été complètement oubliée, voire disqualifiée dans notre monde occidental contemporain, et que beaucoup d'artistes, mais aussi de scientifiques, de chercheurs, d'anthropologues vont chercher auprès on va dire d'autres cultures, notamment des cultures autochtones, des cultures de peuples qui ont été dominés, disqualifiés, etc., pour essayer d'y trouver des manières de résoudre des problèmes qui sont absolument impossibles à résoudre avec les outils dont on dispose et qu'on s'est créés nous-mêmes, avec les concepts, les barrières, les oppositions, etc., qui structurent probablement la pensée d'une grande partie d'entre nous aujourd'hui. Et j'ai l'impression justement que les technologies, et comme le dit aussi Derrida dans son échange avec Pascal Augier, qu'au lieu de diminuer l'espace, je crois que c'est comme ça qu'il le dit même, des fantômes, la technologie a décuplé le pouvoir des fantômes, a créé encore plus de fantômes. Kafka aussi dit ça dans une de ses lettres à Milena, qui est souvent appelée Lettre aux fantômes, où justement il prétend que, en tout cas il lui écrit que les nouvelles technologies de la communication, les techno-télécommunications, comme dit Derrida, pas Kafka, mais que sont le téléphone, le télégraphe, etc., n'ont pas diminué les fantômes, ils les ont augmentés, ils leur ont donné plus d'espace pour se manifester. Et quelqu'un comme Timothy Leary, par exemple, qui était un grand spécialiste du LSD, des drogues psychédéliques, etc., pensait aussi quelque chose comme ça, que les nouvelles technologies, la cybernétique, etc., allaient créer plus d'espace pour les fantômes. Donc, pour en revenir à la question, dans mon travail, la technologie, elle est parfaitement compatible justement avec des pensées dont on pourrait penser qu'elles viennent du passé, ces savoirs, par exemple, autochtones ou anciens, etc., mais qui en fait résurgent et réapparaissent comme ça dans la manière pour moi de penser et de créer, et aussi le mode de création des œuvres. Donc j'essaye de faire cohabiter les deux, ces expériences-là et les technologies de mon monde, enfin en tout cas de mon monde familier, et j'ai l'impression que c'est la rencontre entre les deux qui produit
les œuvres, ou qui est l'espace de production non seulement d'un discours, mais d'œuvres qui vont essayer d'explorer la réalité d'office conçue comme plus grande que ce qu'on a été capable de nommer, de comprendre, d'expérimenter, etc. Voilà, donc comment est-ce qu'on passe du visible à l'invisible ? Par ces technologies qui nous permettent ça. J'ai l'impression que le visible et l'invisible, déjà, c'est une distinction qui est caduque. Là encore, oui, c'est un spectre, en fait. Le visible, c'est un spectre électromagnétique dont nous, on n'a accès qu'à une toute petite fraction, en réalité. Nous, ce qu'on appelle le visible, et par extension, souvent, malheureusement, le réel, c'est ce qu'on voit. Or, déjà, on ne voit pas tous pareil. Moi, je ne vois pas très bien. Par exemple, une chauve-souris voit encore moins bien. Par contre, elle a d'autres manières de se repérer dans la réalité. Donc, la réalité de la vision d'une chauve-souris ou d'un chat ou d'un serpent est complètement différente. Donc, pour moi, je ne sais même pas si je m'intéresse au passage de l'un à l'autre. En tout cas, j'aime bien imaginer que les sens qu'on a tous en partage, avec évidemment, on n'a pas les mêmes facultés, etc., mais sont extrêmement limités pour nous permettre d'appréhender la réalité qui les déborde complètement. Et d'autre part, j'ai l'impression qu'il y a une infinité d'autres sens que la vision, qui sont aussi perceptuels, mais qui ne sont pas perceptuels avec les 5 sens, qui sont des perceptions qu'il est difficile de nommer. Je pense que de plus en plus, ce que j'essaye de faire, c'est d'accéder à ces autres modes de perception pour en ramener des images ou des formes, donc de les ramener. Peut-être que les traduire dans le réel, c'est les appauvrir. En tout cas, c'est pas leur rendre hommage totalement, mais en tout cas, c'est ça l'enjeu du travail. Alors, il y a une autre question, je crois. Bonsoir. Vous avez beaucoup évoqué quand même l'idée du passage, et que ce soit dans l'espace, dans le temps, ou même l'âme à l'intérieur, à l'extérieur. Et je me demandais si la photo permet, selon vous, de concilier 2 éléments qui pourraient sembler a priori antithétiques. Le premier, c'est celui d'une fixation où on chercherait à justement déterminer l'âme humaine et voilà, la fixer à l'instant T. Et l'autre, c'est l'idée d'un mouvement permanent et d'une âme humaine en quête d'elle-même en permanence. Et est-ce que c'est cet aspect antithétique des 2 éléments qui vous a poussé à utiliser d'autres supports ? Oui, il y a un paradoxe absolu, là, c'est vrai. J'ai l'impression que peut-être que Jean a raison et que je vais finir par me passer complètement d'œuvres matérielles. Pour le moment, j'aime tellement en faire, et particulièrement des photos. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas prévu que je me passe complètement du réel, du tangible, du visible, parce que voilà, c'est ça qu'on a en partage, et que pour le moment, mon travail s'adresse essentiellement aux êtres humains vivants. Ça va peut-être s'agrandir encore, mais voilà. Et disons que ce paradoxe-là, il est quand même au cœur d'une tentative que j'ai toujours, qui est toujours en cours pour moi, qui est justement d'essayer de pirater ou de perturber un petit peu cette injonction que nous fait la photographie de fixer les choses. C'est-à-dire que j'essaye toujours, déjà dans la matière même de l'image, d'essayer d'introduire du trouble, des choses qui ont l'air, impermanentes, c'est-à-dire que ce soit dans la texture, que ce soit dans les couleurs, que ce soit dans la matière, dans le support même. Par exemple, j'aime beaucoup, de manière très concrète, tirer les images sur de l'aluminium, qui est donc fait un petit peu comme la pellicule photographique, de tout petits fragments comme ça de métal, quoi, comme les grains d'argent dispersés au hasard sur la surface de la pellicule photographique, et qui donc renvoie la lumière en la diffractant légèrement, à échelle microscopique, à échelle du pixel, ou je ne sais pas comment on appelle un fragment de métal comme ça, et que du coup déjà, il y a quelque chose qui rayonne différemment en fonction du milieu, en fonction de l'environnement. Donc déjà, la photographie, mes images en tout cas, essayent d'échapper à cette fixation-là. Et puis après, il y a des expériences que j'ai pu faire dans un projet qui s'appelait Saturnium, par exemple, où là, la surface de l'image photographique était elle-même truquée, elle évoluait dans le temps. On y avait imaginé avec Jean-Philippe Usan, qui est l'astrophysicien avec lequel on a aussi pensé la désidération au départ, une molécule qui s'appelait Saturnium, et qui aurait été trouvée par Marie Curie par hasard sur un fragment de météorite qui lui aurait été rapporté de la chute de météorite de Tunguska en Russie. Bref, et cette météorite contiendrait un élément radioactif
radioactif très puissant qui s'appellerait saturnium et qui serait chronoactif. Et j'avais donc récupéré un morceau de saturnium, j'avais irradié ma pellicule photo avec, et les images étaient supposées continuer à vivre, à se déployer d'une manière justement assez fantomatique dans le temps. Donc ça, c'est la première façon de résoudre, ça c'est impossible, mais en tout cas de vivre avec ce paradoxe-là. Et puis après, je pense que là, ça nous ramène à quelque chose de peut-être plus propre à l'humain ou de plus psychanalytique, c'est-à-dire que la fonction émotionnelle ou psychique ou je ne sais pas comment dire, relationnelle de la photographie, elle est importante pour moi. C'est quand même une manière de garder présent d'une certaine façon le passé, parce que l'essentiel de mon travail photographique, c'est un journal, c'est-à-dire que ce pas des photos qui sont mises en scène, mais qui sont prises constamment au fil de la journée, et ce depuis mon enfance en fait. Donc c'est un grand journal comme ça, un flux d'images un peu ininterrompu, et tout ce que dit évidemment Barthes, mais aussi Guibert, donc de la photographie comme manière de garder une trace, on parlait de toucher tout à l'heure, mais de traces directes de ce qui est photographié, parce que je photographie que ce que j'aime, ou ce qui me plaît, ou les gens que j'aime, ou les gens que j'ai envie de garder d'une certaine manière, de manière peut-être aussi un peu vampire, je ne sais pas comment dire. Il s'agit de les accueillir quand même quelque part, ces traces, ces gens, ces arbres, ces chiens, etc. Et en fait, la photographie, elle a cette fonction, et Barthes dit... et Stigler et Derrida reprennent aussi cette idée que la photographie argentique, mais je pense que c'est la même chose pour la photographie numérique, mais celui qui regarde l'image en contact direct avec la lumière qui a été émise, ou en tout cas renvoyée par, mettons, la personne photographiée. C'est-à-dire que la lumière va frapper le visage. Il y a deux lumières, en fait. Exactement. Ouais. Qui va frapper les grains de la pellicule et qui va, comme ça, par un rebond de lumière, on se retrouve avec un tirage photographique qui est même sensiblement la trace organique de la personne photographiée. Si on pense qu'un artiste est quelqu'un qui nous amène sur des territoires inconnus, qui élargit notre conscience, qui nous fait comprendre le monde différemment, eh bien Smith est un artiste. Donc merci infiniment, Smith. Merci aussi. Je voudrais remercier très, très brièvement, mais très profondément, Delphine Grouès qui dirige cette aventure de Sciences Po et qui est extraordinaire, mais aussi Carole Vidal qui nous aide à organiser tout cela, Esther Rogan qui est toujours avec nous pour cela, et évidemment Laurence Bertrand d'Orléac et Marie-Laure de Clermont-Tonnerre, notre mécène. Et je voudrais vous dire que la prochaine fois, nous allons rencontrer ensemble une autre artiste très extraordinaire, qui là aussi nous amène sur des territoires très peu connus, qui s'appelle Gaëlle Schwann. Fin avril. À bientôt.